tous. 10 ans de Country, 10 ans d'une vision claire, précise sur le travail, sur comment on conçoit le travail en équipe, une aventure coopérative. Pour ceux qui ne savent pas, Country, c'est une coopérative. 10 ans d'accompagner les entreprises de toute taille avec un produit très innovant. Un cap clair, depuis le tout début, on savait où on voulait aller, et 10 ans d'évolution du produit. À travers quelques screenshots, j'aimerais vous montrer d'où on part et jusqu'où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, à travers cette petite présentation, on va vous présenter vers où on va ces prochaines années. Revenons au tout début, 2015, première version de Country public. On retrouve le Kanban et les cartes comme elles sont toujours aujourd'hui. Alors on se remet dans le style de l'époque, mais on reconnaît bien Country. Et maintenant Country à travers les âges. 2016, 2019, on se rapproche beaucoup de l'existant. 2020, on est quasiment comme aujourd'hui, et depuis 2022, l'interface n'a pratiquement pas changé. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités et d'évolutions, mais l'interface est quasi la même depuis cette époque-là. Et on en est toujours super fiers et satisfaits. On espère que vous aussi. Et d'ailleurs, on sait que nos utilisateurs en sont ravis. Voilà, maintenant, parlons de la suite. Mais peut-être avant, je laisse Bruno vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Country pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et après, on parle de la suite. Vous allez découvrir beaucoup de nouveautés dans Country dans la suite de la présentation. Je vais vous présenter ce qu'il est possible de faire avec la version actuelle de Country. Donc là, c'est l'exemple de déclaration d'incident dans un processus de maintenance d'un site industriel. Donc avec la fonctionnalité formulaire, on va déclarer son incident. Et on le voit déjà, il est très important, selon la sélection des champs, Country va déjà imputer des règles d'automatisation sur ce workflow de pilotage de maintenance. Donc la personne analyse et on repère déjà le numéro d'incident, très important, car il va assurer l'interopérabilité dans tous les processus Country qui vont découler de la gestion de cet incident. Donc on analyse cet incident, on le qualifie avec tous les champs que vous connaissez actuellement de Country. On y impute des dates, des coûts, donc propres à l'analyse de cet incident. On va pouvoir y faire une délégation. Donc des tas de choses pour cette partie analyse. Et on va pouvoir imputer dans Country en fait une liste de sous-tâches ou d'actions propres à chaque statut de ce workflow de maintenance. Donc là, on voit qu'automatiquement, vous avez une liste de tâches qui a été imputée à cet incident suite au passage à la phase d'exécution. Donc on va remplir tout ça et on voit que le moteur d'automatisation, on le verra par la suite, est en train d'analyser en fait cet incident et va constater que toutes les tâches n'ont pas été effectuées. Il a été prévu par le propriétaire du processus que si les tâches n'étaient pas effectuées, il fallait en préciser la raison et que cette tâche ne pouvait pas être passée en clôture dans ces conditions. Donc elle repasse directement dans un autre statut du workflow. Donc là, on voit que l'action a été faite manuellement. Et le passage en priorité critique, qui a été prévu dans le processus, va engendrer la présence de cet incident dans un autre workflow, c'est-à-dire un workflow parallèle, qui va s'appeler le workflow qualité. Et donc là, une autre équipe sera chargée de gérer et d'analyser cet incident qui est devenu critique dans un workflow, on va dire, parallèle, dans lequel on va pouvoir imputer, propre à ce workflow, une liste de sous-tâches dédiée à la gestion qualité de ce workflow, donc une liste de choses à faire. On voit que le modèle de carte a changé et que ces sous-tâches sont uniquement affectées à l'audit de qualité. Et de la même manière, je vais pouvoir passer cet incident dans le workflow global en état de clôture. Et de la même manière, tant que l'audit qualité n'a pas été terminé, Country va prévoir de refuser ce changement de statut du workflow par le message suivant: veuillez indiquer un commentaire et retourner cet incident dans le workflow qualité afin qu'il soit terminé.
Et donc, l'audit est terminé désormais, donc la personne a pu checker et relever son erreur. Donc on voit que le contrôle qualité a été terminé par un bouton visuel, un oui/non tout simplement, que vous connaissez. Et ensuite, l'incident va pouvoir être clôturé, cette fois-ci, sans aucun souci, car l'automatisation prévoit que lorsque toutes les étapes ont été effectuées, le contrôle est terminé et c'est opérationnel. Donc cette phase d'analyse étant terminée, on va pouvoir déléguer cet incident à une autre équipe, donc l'interopérabilité des workspaces, donc cette fois-ci le côté opérationnel. La personne va récupérer les champs de la carte originelle. S'il nous manque des détails, on peut toujours aller voir la carte mère, entre guillemets, qui a généré cette nouvelle carte dans un nouveau workspace. Et on va pouvoir traiter dans un workspace différent, donc cette fois-ci opérationnel, cet incident avec le workflow propre à l'opérationnel, et ensuite faire son travail, liste des pièces à commander. Donc là, on voit encore un exemple d'interopérabilité avec un autre workspace, celui de l'achat de pièces détachées nécessaires à remplacer cette machine. Donc on voit que le numéro d'incident est toujours présent, il est commun à tous les workspaces. Et je demande l'achat de cette pièce au service achat. Automatiquement, je vois que le service achat est informé. J'ai le lien vers la carte créée au service achat que je vais pouvoir consulter, analyser, modifier, si j'en ai le droit évidemment. La gestion des rôles est très très importante lorsqu'il y a une interopérabilité des processus, et toujours le numéro d'incident qui permet de lier cet incident dans tous les process country. Au-delà d'un simple produit, Country, c'est également toute une philosophie derrière pour aider les entreprises à mettre en place des systèmes d'organisation beaucoup plus transparents qui reposent sur la coopération. Pour nous, c'était vraiment un engagement fort de choisir la coopérative pour Country afin de montrer qu'on est vraiment dans un modèle d'entreprise démocratique. On est convaincu que la confiance accordée aux personnes et la responsabilité n'est pas de la naïveté, mais simplement permet aux équipes de grandir ensemble. Ça fait 10 ans qu'avec Country, on essaie d'accompagner les équipes sur un outil complètement ouvert, mis à leur disposition pour voir comment ils se comportent et comment ils interagissent dans cette transparence totale. Donc les 5 grands principes qui animent aujourd'hui Country, c'est la responsabilisation et l'autonomie des personnes, les processus qui vont dicter le flux d'exécution, et ce sont les personnes qui contrôlent ces processus, la transparence radicale, tout est ouvert chez Country par défaut, le travail asynchrone, chacun travaille au moment où il en a le plus, où il est le plus disponible. Il n'y a plus de réunions de statut, mais simplement des réunions de travail. Country, on essaie de l'infuser dans le produit tous les jours. Par défaut, Country est une plateforme ouverte où tout le monde peut avoir accès à toutes les informations au même moment. Ce qu'on voudrait faire pour le futur, c'est avoir des suggestions in-app et des ressources en ligne pour accompagner au mieux la transition des entreprises vers une philosophie beaucoup plus en accord avec Country et avec ce que propose l'outil aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de Country comme app métier, comme application de votre métier, et vous parler des dernières évolutions qu'on a apportées, toujours dans un esprit, une approche no-code. L'idée étant que les utilisateurs puissent créer donc leurs propres écrans, ces écrans qui vont devenir leurs écrans d'entreprise et non plus les écrans de Country. Donc pour ça, on a commencé à ajouter des nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter ensuite. C'est particulièrement valable, ces fonctionnalités utiles pour justement les espaces de travail qui vont avoir beaucoup de collaborateurs, de contributeurs, avec aussi parfois des profils variés. Dans les exemples que je vous montrerai, il y a au moins 4 profils différents qui vont devoir cohabiter dans le même espace de travail. Donc toujours dans cette idée de rester ensemble sur l'espace de travail, on apporte ces options qui vont pouvoir permettre quand même de personnaliser, de baliser les parcours et aussi de sécuriser les structures des données, puisque du coup en étant plusieurs, et c'est très important de pouvoir stabiliser tout ça.
Donc l'objectif, c'est avec la personnalisation des écrans, c'est aussi de faciliter la conduite du changement pour les utilisateurs qui arriveraient sur cette application métier faite avec Kantri. D'abord aussi une application homogène des processus, on le verra, puisqu'en plaçant, notamment par exemple dans un exemple de placement de boutons aux bons endroits, on sait que le processus sera déclenché toujours de la même manière. Et aussi la sécurisation des structures, évidemment, quand tout est géré dans cet espace de travail, on n'a pas envie qu'il y ait des modifications qui n'étaient pas voulues. Donc, quelles sont ces nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées ? Donc, notamment concernant les automatisations, on va pouvoir du coup positionner les boutons d'action à différents endroits, donc notamment dans la barre d'outils de la vue. Donc, vue par vue, vous pouvez placer les boutons qui seront nécessaires aux actions dans cette vue. On va pouvoir le faire également au niveau de la carte et on va pouvoir aussi décider des conditions et les rôles qui auront le droit d'utiliser ces boutons. On aura aussi des options qui sont au niveau des vues, qui vont être des options de visibilité dans l'idée de personnaliser quand une personne se connecte sur son application métier via Kantri, qu'il puisse avoir uniquement par exemple les vues qui lui sont utiles. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne pouvait pas le faire, donc c'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver, surtout quand ce sont des espaces de travail qui gèrent énormément d'activités, beaucoup de vues qui ne sont pas forcément nécessaires à la personne qui va travailler, qui a peut-être besoin de certaines vues et pas l'ensemble. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir aussi verrouiller les vues. Verrouiller les vues, ça veut dire enlever les options d'édition de la vue. Donc c'est surtout valable pour les vues justement partagées où il y a des contributeurs communs donc au workspace. On ne souhaite pas qu'il y ait d'erreur de manipulation. On souhaite que cette vue elle a été validée, il faut la conserver et donc c'est une option de sécurisation. Et on a aussi une option qui peut plutôt arriver à la fin de toute cette configuration, ça va être le verrouillage général. Une fois que tout est stabilisé et validé par les équipes, ça va être de verrouiller les structures des données, donc pour verrouiller les types de cartes, les champs, la possibilité de créer une vue partagée justement pour éviter des créations à tout va sans que ce soit voulu. Premier exemple, c'est un exemple donc c'est dans le cadre d'une équipe qui met en service des équipements dans l'industrie maritime avec 4 profils différents. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on voit sur l'écran, c'est je souhaite ajouter une automatisation qui me permet de passer d'un statut à l'autre. Cette automatisation, je souhaite l'ajouter uniquement sur une vue. Donc je souhaite ajouter un bouton sur la vue. Donc ce que je vous montre là juste dans la configuration de l'automatisation, c'est pour que vous puissiez voir l'effet de ce bouton. Donc la personne qui est en charge de cette étape du processus va créer une vue filtrée et va pouvoir ajouter le bouton au niveau de cette vue. Donc on peut imaginer plusieurs personnes différentes qui ont accès à cette vue, mais ça va être une vraie vue balisée puisque je vais pouvoir, en plus de l'ajout de ce bouton, donc via le menu apparence, vous pouvez aussi du coup verrouiller la vue. Verrouiller la vue, donc comme je le disais tout à l'heure, ça enlève la barre d'outils. Donc on se retrouve avec un parcours extrêmement clair avec juste le bouton sur lequel la personne doit cliquer quand elle désire le faire. Et je peux aussi avoir des options, avec ces options de visibilité par rôle, décider de qui voit cette vue. Donc j'en parlais avant pour éviter de, entre guillemets, polluer les autres utilisateurs qui n'ont pas besoin de visualiser cette vue. Donc le deuxième exemple, ça va être l'automatisation depuis la carte. Donc là, pareil, l'objectif est de passer d'un statut à l'autre. C'est juste un rôle en particulier. Par exemple, ici, les techniciens qui vont devoir passer d'un statut non validé à un retour vers une autre équipe. Donc, ils vont pouvoir, dans l'automatisation, désigner qui sont les personnes qui pourront actionner ce bouton. Donc, vous pouvez également, du coup, avec ce bouton, décider sur quel type de carte. Vous connaissez, du coup, la flexibilité du modèle de données de Kantri. Donc, vous pouvez avoir différents types de cartes, différentes structures. Donc, vous pouvez décider sur quel type de carte je vais ajouter le bouton. Donc, comme ça, c'est vraiment un emplacement décidé. Il n'y aura pas d'erreur, c'est forcément sur ce type de carte que peut être déclenchée cette automatisation. Voilà, donc juste on montre l'effet de l'automatisation, mais ce qui était important, c'était surtout de voir ce bouton qui est placé au bon endroit. Et enfin, j'en parlais en introduction, c'est le verrouillage général.
Donc lorsque vous avez fini de créer vos écrans, vous pouvez tout à fait aller verrouiller de manière générale la structure des données du workspace. Donc vous allez dans les paramètres de votre workspace et vous cliquez simplement sur verrouiller. Donc ça va pour effet de ne pas pouvoir modifier les structures de données, donc les types de cartes, les champs, et également de créer des vues qui sont partagées. C'est le début de nos réflexions sur Kantri comme app métier. On a encore d'autres idées, donc c'est un début et donc on ne manquera pas de vous partager la suite. Alors maintenant, je vais vous parler de la prochaine version de Kantri, la V11, qui arrive très prochainement, d'ici la fin de l'année en bêta, et qui apporte un réel focus sur la communication. Donc tout ce qui est discussion instantanée, chat, réunion et documents collaboratifs. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une brique de travail synchrone à Kantri. Jusqu'aujourd'hui, Kantri, c'était asynchrone, on travaille chacun de son côté, on est synchronisé, c'est en réel, mais on ne communique pas vraiment sur Kantri, on utilise un logiciel de visio à côté de ça. Avec la V11, on veut changer de perspective et vraiment pouvoir couvrir l'ensemble du spectre de la collaboration, à la fois la synchronisation du travail, savoir où on en est, la gestion des projets, des processus, mais aussi la communication autour de ces projets et ces processus, que tout soit réuni au même endroit. Tout d'abord, la brique discussion. Donc, la discussion comme on la retrouve dans beaucoup de chats d'entreprise aujourd'hui. Petite particularité, dans Kantri, ça se présente comme une vue. Donc, vous pouvez ajouter des canaux de discussion à n'importe quel de vos workspaces et commencer à discuter avec vos collègues. Ensuite, vous retrouvez tous les canaux de tous vos workspaces dans un nouveau centre de discussion qui vraiment réunit tous ces canaux et qui vous donne vraiment l'esprit chat d'entreprise et pas besoin d'aller d'un workspace à l'autre, même si les canaux sont dans chacun des workspaces qui s'assurent que la discussion a lieu au bon endroit, mais vous les retrouvez dans ce centre de discussion, ce qui rend l'expérience beaucoup plus confortable au quotidien. Ensuite, on a aussi fait en sorte que les commentaires, les discussions qui se passent sur les cartes deviennent des discussions à part entière. Donc comme aujourd'hui vous pouvez laisser un commentaire, etc. Mais ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est discuter sur ces cartes. Ces cartes, maintenant chacune de ces cartes sont un véritable canal de communication. Donc là on peut minimiser une carte et vous voyez ma carte devient un petit chat qui flotte sur l'interface. Et je peux chatter vraiment en discussion instantanée. Et vous avez comme ça deux modes de discussion. Un mode discussion instantanée et un mode commentaire plus élaboré, etc. où on prend son temps. Ces deux-là ne se mélangent pas. Mes discussions instantanées au niveau de la carte sont cachées par défaut. Je peux les constater. Et je peux comme ça vraiment discuter rapidement sur une carte, en faire mon canal de communication. Une fois que je suis satisfait, je résume mon propos dans un commentaire ou je le mets dans les champs appropriés, etc. Deuxième nouvelle brique de la V11, les documents collaboratifs. Donc des documents que vous pouvez éditer à plusieurs. Pour ajouter un document, je crée une nouvelle vue document collaboratif. Voilà, c'est tout ce que vous attendez d'un document collaboratif aujourd'hui, mais complètement intégré à Kantri. Donc facilement, vous pourrez créer des documents de spécification, des guides intégrés au workspace, etc. L'autre petit plus lié à la fonctionnalité document collaboratif, c'est que maintenant, les champs texte, les champs description pour la plupart que vous avez aujourd'hui dans les cartes deviennent collaboratifs eux aussi. Donc vous pouvez maintenant éditer ces champs à plusieurs comme un véritable document collaboratif. Donc vraiment, c'est le collaboratif et le temps réel à tous les niveaux dans Kantri. Enfin, la dernière grosse brique, alors malheureusement on n'a pas encore de vidéo à vous montrer, l'interface n'est pas terminée, mais le gros du travail est quand même déjà là, c'est les réunions. Et donc les réunions dans Kantri, comme vous pouvez attendre, on peut planifier ces réunions, on les voit dans un calendrier, on peut envoyer des invitations, etc. La base de la réunion, mais avec un petit plus Kantri. Ce que nous on trouvait la limite des réunions sous forme de visioconférence, c'est que tout ce dont on parle pendant les visioconférences, ça se perd après. On peut en prendre des notes, on peut envoyer un email qui récap, etc. Peut-être avoir des bullet points de tâches à faire, etc. Mais tout ça est perdu au final dans un document tierce. Ça va être
replacés dans d'autres outils par la suite et tous les liens de chaîne de décision sont perdus au final. Ce qu'on a souhaité avec notre fonctionnalité réunion, c'est vraiment répondre à cette situation. Donc les réunions dans Calendly, quand la réunion est en cours, vous pouvez continuer à naviguer au sein de l'interface Calendly, faire des actions, et toutes les actions que vous prenez pendant la réunion vont être reliées à la réunion. Ce qui fait que par la suite, vous pourrez savoir, ok, j'ai assigné cette personne à telle carte pendant cette réunion, et je peux retrouver le compte-rendu de cette réunion qui est généré automatiquement aussi. Et donc vraiment savoir à quel moment a été prise la décision et ne plus perdre de contexte, etc. Et vraiment remonter la chaîne. Vous n'avez plus besoin de faire une prise de notes, des bullet points d'actions à faire par la suite. Non, vous créez les cartes au fur et à mesure de votre réunion dans Calendly. Bam, ces cartes-là sont reliées à la réunion en cours et tout est lié ensemble instantanément. Vous n'avez pas de travail additionnel à faire. Pas besoin de l'IA pour le faire à votre place ou quoi que ce soit. Non, l'outil le fait pour vous de façon automatique. Ces trois grands piliers de la V11 arrivent en phase bêta d'ici la fin de l'année. On espère avoir de vos retours le plus rapidement possible et que ces fonctionnalités apporteront énormément de nouveaux usages à Calendly. Alors, je vais vous présenter l'IA dans Calendly. Donc, concrètement, c'est quoi? Je vais commencer vraiment par la vision que Calendly porte par rapport à l'IA. Donc, on est fidèle à nos valeurs coopératives et à notre mission. Et donc, l'IA dans Calendly n'a pas vocation à remplacer la réflexion. La tech, pour nous, amplifie ce que les équipes savent déjà faire de mieux, c'est-à-dire créer, collaborer, innover. Donc, l'IA dans Calendly, c'est quoi? C'est une interface naturelle, un peu comme ChatGPT, on va lui parler normalement avec un langage naturel. C'est spécifique à Calendly pour vous aider à mieux utiliser Calendly. Il n'y a pas de doublon avec l'IA dans l'OS que vous avez déjà. Et c'est une aide pour vous pour exploiter encore mieux Calendly dans les workflows par exemple. Donc concrètement, c'est quoi? Il y a plusieurs aspects. Un des aspects, c'est l'aide à l'écriture intelligente. Notamment, vous le voyez à l'écran, c'est en langage naturel, on va lui demander de faire des filtres pour nous sur des vues par exemple. À terme, ce qui va être possible de faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour éditer des formules et même au niveau d'une recherche globale, c'est-à-dire au niveau de l'organisation. Là, vous voyez, je vous présente le nouveau bloc d'automatisation lié à l'IA. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs actions qui sont nouvelles. On peut citer notamment créer une image à l'aide de l'IA, publier un commentaire à l'aide de l'IA, remplir un champ. Bref, plusieurs possibilités pour exploiter pleinement l'IA dans les automatisations. L'assistant IA, c'est aussi une nouveauté. Je vous ai fait des petites captures écran. Vous pouvez le retrouver vraiment à différents niveaux dans votre workspace, donc au niveau de la top bar, au niveau de la carte, au niveau de la zone de commentaires. C'est de la même façon un langage naturel et c'est vraiment, il faut le voir comme votre compagnon, votre guide personnel qui vous aide dans l'utilisation de Calendly. Donc les capacités, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire des actions vraiment complètes, tout comme si vous utilisez par exemple une automatisation dans Calendly. On peut le mentionner tel qu'on mentionnerait un collègue, par exemple avec le arrobase. On peut échanger, lui demander des insights directement au sein de votre carte par exemple. Il peut créer des vues, mais ce qui est aussi important à souligner, c'est que c'est quand même sécuritaire dans le sens où il ne va jamais supprimer des choses sans votre demande. C'est vraiment sur demande explicite uniquement. Concernant la facturation et les fournisseurs d'IA. Donc aujourd'hui, c'est quoi ce qu'il y a actuellement dans Calendly? Il faut renseigner une clé API de votre côté, donc au niveau client, au niveau de l'organisation. Le choix de modèle, il est pour l'instant sur un scope assez limité et l'IA qui est possible, c'est tout ce qui est en rapport avec OpenAI et compatible. Ce qu'on peut faire, c'est l'analyse de fichiers et images. Pour l'instant, c'est seulement disponible via OpenAI. Dans le futur, ça va changer. Il y aura un abonnement Calendly optionnel pour cette option et on pourra choisir plus de modèles et plus de fournisseurs aussi en termes d'IA. Là, je vais vous montrer un cas concret d'une veille boostée de l'IA. Donc là,
je crée une carte avec un titre, en l'occurrence croissance économique de la France. J'ouvre la carte et on peut simplement activer l'automatisation à travers un bouton. Et ici, je vous montre le résultat qui va apparaître ici. Ici, c'est un contexte qu'on peut lui donner spécifique, si on veut, par exemple, lui préciser, comme je le fais sur mon cas, je suis un chef d'entreprise d'une PME industrielle, etc., pour vraiment affiner encore plus la réponse qu'il va nous fournir. Pendant ce temps-là, vous voyez que la réponse de l'IA a déjà été ici présentée, avec les différentes sources, puisque ce cas utilise en fait SERP API, qui est une possibilité de scraper automatiquement les news de Google. Et donc là, voilà, je lui donne le contexte. Là, c'est ce qu'il a trouvé, donc les 5 derniers articles. Et je vais lui demander de me fournir une insight par rapport aussi bien à ce que lui il a trouvé sur Google et le contexte que moi je lui ai donné. Et donc là, vous voyez que ça va arriver ici. Et il va donner des conseils vraiment personnalisés en fonction de ces 2 éléments. Deuxième cas que j'aimerais vous présenter, voilà, c'est l'analyse de documents. Donc on va commencer le workflow à travers un formulaire. On va uploader un document directement. En l'occurrence, il s'agit d'un devis. Voilà, on va récupérer ça sur notre ordinateur. On fournit le devis en format PDF. On envoie le formulaire. Et donc on retrouve notre demande ici. On ouvre la carte. Et là, on va lui demander, pareil, par un bouton d'automatisation, d'analyser, d'extraire ces informations et de le ramener dans ce champ-là en question sous format Markdown. Donc là, on voit que l'automatisation est en cours et on voit bien le résultat. Donc le résultat, c'est tout le fichier devis qui a été mis sous ce format. Ensuite, on va vouloir extraire ces informations du devis. Donc là, pareil, on va demander l'IA de remplir les champs en question avec les informations du devis. Voilà. Donc là, vous voyez que toutes les informations sont bonnes par rapport au devis qui a été uploadé. Et on peut même y rajouter une formule par la suite. Voilà. Et le dernier cas, c'est la création automatique d'une manière quotidienne de cartes avec une variable ici que je vous montre. On va, pareil, récupérer, on va scraper un site internet. On va demander à l'IA de nettoyer les données. Et par la suite, on va pouvoir converser avec notre agent, lui demander des insights par rapport aux données qui ont été extraites. Donc là, on prend le langage naturel, on lui pose une question sur, en l'occurrence, le prix des carburants dans Paris. On commente et il va nous répondre directement sur ce flux d'activité avec ce qu'il aura analysé de son côté. Voilà la réponse qui est venue à l'instant. Une réponse assez complète. Voilà, sur différentes informations. Concrètement, aussi, c'est des exemples. Donc, par rapport à l'assistant IA, comme j'ai mentionné, demande d'aide. Là, en l'occurrence, on lui demande comment créer un workflow dans Country. Il nous répond. Les actions sur le workspace, pareil. On lui demande en langage naturel. Il le fait directement, remplir un champ. Ou encore, générer un élément à partir d'un champ qui existe déjà. Une nouvelle brique aussi dont on a démarré les réflexions, dont on voulait vous partager dès aujourd'hui nos réflexions pour échanger le plus tôt possible avec nos utilisateurs. C'est l'aspect gestion de charge de travail et des besoins dans Country. Communément, vous allez l'appeler ressource planning. Nous, on n'aime pas trop appeler les personnes des ressources, donc on essaye d'éviter le nom, mais c'est l'idée. Dans quel esprit on veut mettre cela en place? Donc,
comme d'habitude, de la flexibilité, donc des vues 100% configurables, se baser sur aujourd'hui tout ce qui fait la force de Clamtree, les champs, les vues, etc. Mais en apportant des nouvelles capacités, donc maintenant vous aurez la possibilité d'attacher des données à des membres de l'organisation, donc notamment dans ce contexte-là, le planning horaire, enfin, le nombre d'heures travaillées dans la semaine, les absences, etc. Et voilà, et à travers cette fonctionnalité, on veut aussi permettre des styles de management très horizontaux. Beaucoup d'outils de ressources planning aujourd'hui sont utilisés dans le cadre de grandes entreprises, etc., avec des modes de management relativement hiérarchiques, disons-le. Oui, nous supporterons ces aspects-là, ces styles de management, mais ce que nous voulons aussi, c'est permettre la gestion de la charge de travail et des besoins aussi dans des modes très horizontaux. Donc, voilà un petit mock-up pour une nouvelle vue charge de travail. Donc l'idée, c'est de rapidement visualiser pour chacun des membres d'un workspace qui travaille sur quoi, pendant combien d'heures et leur charge de travail hebdomadaire alors, ou mensuelle ou quoi, la période sera configurable. Mais donc là, on peut voir que j'ai des utilisateurs qui sont à 50% de charge de travail, tout va bien, mais il y en a un pour une semaine, il est à 120%. Donc peut-être qu'il y a un problème et à voir comment réajuster sa charge de travail cette semaine-là. Avec aussi du coup un petit mode compact qui vous permet de voir en un coup d'œil qui est surchargé ou pas, qui a plein de disponibilités, etc. Donc, qui permet de facilement répartir le travail. Donc cette gestion-là pourra se faire, donc là c'était une vue de workspace, mais pourra aussi se faire à l'échelle du portfolio des équipes et des organisations. Donc au niveau de l'organisation, pouvoir rapidement voir à travers tous les workspaces pour chaque membre de l'organisation quelle est sa charge de travail, dans quel workspace il travaille, enfin il a plus de travail, etc. Donc vraiment bien gérer la charge de vos équipes, éviter la surcharge de travail et mieux répartir le travail à travers tous vos collaborateurs. Donc du coup, comme je disais, on doit pouvoir attacher des informations aux membres de l'organisation. Donc on a une petite nouvelle page de profil de membres qui permettra de réunir ces informations, notamment les compétences de la personne, sur quel workspace il travaille, voilà, ses absences planifiées, son planning, etc. Autre petite nouveauté, donc maintenant on voit, ok, je peux me rendre compte de la charge de travail de mes collaborateurs. Quid maintenant des besoins à venir ou actuels d'un workspace. Typiquement, je crée un nouveau projet, je suis une équipe produit et mon produit arrive en fin de développement, j'ai besoin de commencer à promouvoir mon produit, j'ai besoin de quelqu'un avec des compétences marketing. Du coup, mais je ne sais pas, je n'ai pas cette personne encore qui est assignée à mon équipe. Du coup, l'idée dans Clamtree, ce sera de pouvoir créer un besoin responsable marketing, par exemple, et de pouvoir commencer à assigner des tâches à ce responsable marketing, ce futur responsable marketing. Il n'y a pas de membre encore qui est associé à ce besoin-là, mais je peux commencer à lui associer des tâches. Ce besoin se reflète dans ma charge de travail. Au niveau de mon planning de charge de travail, je pourrais voir que le responsable marketing, il a tant d'heures de prévu, telle semaine, etc. Donc ça permet d'estimer combien de personnes j'aurais besoin. Et après, pour combler ce besoin, je peux rechercher à travers la base de membres de mon organisation quelqu'un qui a les compétences de marketing et lui proposer du coup de rejoindre mon workspace. Autre possibilité, on pourra aussi publier une petite annonce qui se reflètera au niveau du portail de l'organisation, une petite annonce qui dit voilà, ce workspace a besoin de telles compétences, typiquement responsable marketing, ce qui permet après à tous les membres de l'organisation de venir consulter les besoins à travers tous les workspaces et de venir postuler pour travailler dans tel ou tel workspace. Cette approche-là permet d'implémenter vraiment des styles de management très horizontaux ou imaginer même des équipes de freelance qui travaillent entre elles, etc. Enfin voilà, on va vraiment apporter beaucoup de flexibilité. Soit vous pouvez simplement rechercher des personnes et les ajouter à votre workspace, mais vous pouvez vraiment aller sur cette approche. Non,
Je suis plus dans la proposition, travailler, publier une annonce, etc. et combler des besoins. Et vraiment une approche très flexible de membres virtuels à mon workspace qui permet de mieux planifier le travail dans le futur sans avoir encore les collaborateurs adéquats. Voilà où en sont nos réflexions aujourd'hui. Ce qui nous intéresse suite à cette présentation, c'est surtout d'échanger avec vous sur le futur de cette fonctionnalité. Donc c'est une fonctionnalité que l'on prévoit de commencer en 2026. On sait qu'on a échangé déjà avec beaucoup d'entre vous et on sait qu'il y a une réelle demande autour du resource planning. Voilà nos premiers éléments de réflexion. Maintenant, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à échanger avec nous. Nous sommes vraiment en attente de vos besoins pour affiner cette réflexion et vraiment construire une fonctionnalité qui répond complètement à vos attentes.